Bonjour, merci de vous installer. On va démarrer cette table ronde. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je suis Thierry Fabre de Challenge et je suis très heureux d'animer cette table ronde sur ce sujet crucial. Enfin, ils sont tous très importants pendant les rencontres d'Aix, mais celui-là, il est crucial et il est d'actualité en plus. Donc le rôle de l'entreprise dans la transformation de la société, ça c'est l'exposé du sujet. Mais derrière ce sujet-là, il y a quelque chose de très actuel. Et donc, pour nous les journalistes, c'est vrai, on est encore plus attirés par ce genre de sujet parce que, vous l'avez sans doute noté, ces derniers mois, il y a eu une belle bagarre dans le patronat français sur ce qu'on appelait l'objet social des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet, d'ailleurs qui va être présenté à l'automne, un projet de loi, projet Pacte, qui va réformer notre code civil 2 siècles plus tard pour changer l'objet social de l'entreprise, qui ne sera plus une entreprise qui a pour but de faire des profits pour les associés, mais qui devra prendre en compte les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et derrière cette formulation, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'oppositions au MEDEF, à l'AFEP, qui rassemble les grandes entreprises françaises. Donc c'est un vrai sujet et qui clive nos dirigeants et tous les observateurs, puisqu'également certains observateurs jugent que c'est une bonne idée de modifier l'objet social, d'autres considèrent que c'est dangereux. Donc pour parler de ce sujet-là, je suis ravi d'avoir cette table ronde très diversifiée. Et je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure. Et pour poser le sujet de façon un peu plus académique, je passe la parole à Sarah Damani, étudiante, et qui a réfléchi aux grandes questions qui se posent derrière le thème d'aujourd'hui. Sarah, c'est à toi. Ça fonctionne? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc là pour vous poser un peu la problématique plus académiquement. Donc, la question qui m'a... D'accord. C'est mieux? C'est bon? D'accord, très bien, merci. Alors, la problématique qui a été posée, c'est quel rôle pour l'entreprise dans les transformations de la société? Il faut savoir que cette question, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas de la loi Pacte qui a été proposée par Bruno Le Maire, mais elle date bien, elle a déjà été abordée au cours du XXe siècle. Et donc, elle a été récemment remise sur le devant de la scène par Bruno Le Maire. Alors, l'entreprise aujourd'hui, concrètement, pour vous, pour moi qui suis étudiante, mais qui sera bientôt dans la vie active, c'est un des acteurs majeurs de la vie au quotidien des Françaises et des Français. Et comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, l'entreprise serait en quelque sorte responsable et serait en quelque sorte redevable en fait, envers la société. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement aujourd'hui, on a seulement 2 articles qui sont dans le Code civil actuellement. Donc, l'article, si je ne dis pas de bêtises, 1832 et 1833. Qui dispose en fait uniquement parle en fait uniquement du partage des bénéfices et n'aborde pas la finalité en fait des entreprises. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui en France, on a des entreprises qu'on appelle à mission, qui en fait dans leur statut disent bien qu'elles sont des sociétés commerciales à but lucratif et à finalité d'ordre social et d'ordre environnemental. Donc, ce qu'on peut se poser dans un premier temps comme question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement besoin d'une transformation juridique? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu artificiel, par exemple, de modifier la loi pour instituer une sorte de finalité, de but à l'entreprise? Ça fait partie des questions que je me suis posées et que je pose donc à nos invités. Les autres questions auxquelles on pourrait penser, c'est par exemple le fait que, d'accord, la société se transforme, mais alors à quelle transformation les entreprises devraient-elles participer? Comment on pourrait définir en fait ces transformations? Est-ce qu'il s'agirait par exemple de lutter à plus d'égalité hommes-femmes ou lutter pour d'essayer de promouvoir la protection de l'environnement, réduire les émissions carbone? Toutes ces propositions, qui les définirait? Est-ce que ce serait à l'État? Est-ce que ça se ferait à l'échelle de l'entreprise? C'est autant de questions qui doivent être ici abordées.
Parmi les autres questions qui me paraissent assez importantes, il y a aussi toute la question du financement. Par exemple, on pourrait penser qu'une entreprise, en fait, elle pourrait essayer d'améliorer la qualité de vie de ses employés, qu'elle pourrait essayer d'être plus respectueuse de l'environnement. Ça implique des coûts. Ces coûts, comment les financer? Est-ce que l'État financerait les entreprises? Typiquement, est-ce que l'entreprise elle-même devrait s'auto-financer? Ça pose aussi la question de savoir, est-ce que des entreprises, des PME par exemple, auraient le même objectif que Google par exemple? Ou est-ce que chaque entreprise devrait décider en fonction de ses capacités, de sa propre finalité? Et je vais terminer cette introduction par une petite citation. Alors, si vous étiez là ce matin à la conférence sur l'éthique, je suis désolée, mais vous allez l'entendre une seconde fois. C'est une citation en fait d'Henry Ford qui montre bien que ce débat en fait a vraiment traversé les âges et que la question de la finalité de l'entreprise, au final, elle a déjà été posée au XXe siècle. Donc, je vous lis la citation et je passe la parole à mes collègues. L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. Et voilà, c'était ma citation finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va démarrer cette table ronde. On va continuer avec Jean-Luc Placé. Alors, Jean-Luc Placé, vous êtes associé chez PwC et vous avez une grande expérience à la fois de consultant dans le public, à la tête de cabinet IDRH, et aussi dans le privé. Donc vous avez vu beaucoup de dirigeants d'entreprise au quotidien, et donc j'imagine que vous avez débattu de ces questions avec eux, et vous allez nous expliquer si, oui ou non, profit et sujets environnementaux et sociaux sont antinomiques. Jean-Luc Placé, à vous. Merci beaucoup. Non, mais je démarrerai un peu parce que j'ai entendu tout à l'heure de la part du Premier ministre qui a parlé de colère. Alors, il a cité la colère de l'Iliade. Sans vouloir dramatiser le propos, j'ai tendance à dire qu'il y a une colère sourde, peut-être des salariés ou des gens, face à un système économique ou face à une évocation économique qui est insuffisante, qui n'est pas bonne, ou en tout cas qui laisse peu de perspectives. Et ça, moi, c'est ce qui me guide, ce qui m'a toujours guidé dans ma vie professionnelle, mais là, ça me paraît de plus en plus important. Mais je veux dire trois choses. Premièrement, par pitié, on n'a pas attendu un mois ou deux pour dire que l'idée du rôle de l'entreprise ne se limite pas à créer de la valeur pour les actionnaires. Mais mon Dieu, mais ça fait des dizaines d'années qu'on évoque ça, des dizaines d'années. Arrêtez. Moi, je suis lorrain de Metz. Et ben, chez moi, on naissait Vindel et on mourait Vindel. Donc, c'est-à-dire de la nurserie à l'hôpital terminal et en passant par les magasins, c'était Vindel. Alors, de dire qu'il y a uniquement l'obsession du profit des actionnaires, mais on nous prend vraiment pour des billes. Alors, il y a des entreprises, bien sûr. Alors, il y a un point tout de même qui a été un point majeur pour les entreprises. Et là encore une anecdote personnelle, c'était il y a 40 ans, c'était mon premier contrat avec l'hôpital de Clermont-Ferrand. Je faisais de l'organisation à l'hôpital de Clermont-Ferrand et en rentrant le vendredi soir à Paris, je me trouve assis à côté de François Michelin. Alors j'avais 25 ans, François Michelin c'était bien plus important que la reine d'Angleterre et j'étais confit dans mon... Et puis il m'interroge, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et puis il me pose une question, il me dit, quel est le patron dans l'entreprise ? Alors évidemment, moi je dis, c'était vous, évidemment, je n'ai pas dit autre chose. Mais vous ne connaissez rien, c'est le client. Mais bien évidemment, je ne sais pas si l'actionnaire pilote toutes les décisions d'un chef d'entreprise, mais je peux vous dire qu'il y en a un qui pilote au moins autant de décisions, c'est le client. Donc encore une fois, arrêtons de dire que tout d'un coup on vient de découvrir qu'il y a les ignobles actionnaires qui pilotent tout. Ça fait belle lurette que pour survivre, l'entreprise doit s'ouvrir aux besoins du client et bien d'autres choses. Alors le deuxième point, ce que j'ai découvert dans ma carrière, et là il y en a de très beaux exemples, c'est que l'entreprise est une formidable matrice à intégration, évolution, etc., etc. Moi je me suis occupé au MEDEF de la diversité, de l'égalité homme-femme, etc. Bon, alors il n'y a pas que les entreprises qui le font, mais mon Dieu, qu'on en fait pas mal.
Et incontestablement, c'est devenu une école. Il y a l'école de la République, puis il y a cette merveilleuse université, mais l'entreprise, bien sûr, est une école. Alors, il y a des grands groupes qui le font d'une certaine manière, il y a des PME qui le font d'une autre manière. Mais de dire qu'on rentre dans un sas obéré par les exigences de l'actionnaire quand on rentre dans une entreprise, ça me paraît dément, ça me paraît vraiment délirant. C'est pour moi un mauvais procès. Troisièmement, puisqu'il faut aller vite, mais troisièmement, il est très clair aujourd'hui, opposer compétitivité et homme est une bêtise sans nom. Alors j'ai entendu tout à l'heure, j'étais aussi dans le groupe de travail là, sur l'éthique, qu'une entreprise qui ne respecte pas l'éthique sait aujourd'hui qu'elle va mourir dans peu de temps ou dans un peu moins peu de temps. Donc le problème n'est pas s'il faut respecter l'éthique, c'est que l'entreprise, et Dieu merci, ne peut plus faire autrement, ou en tout cas en prenant des risques tout à fait inconsidérés. Aujourd'hui, le management, si on veut véritablement améliorer la compétitivité, c'est au travers des hommes, c'est au travers de l'écoute, c'est au travers de son environnement géographique, c'est au travers, bien entendu, de tous les calculs environnementaux qu'il faut prendre. Aujourd'hui, encore une fois, une décision d'un chef d'entreprise, c'est pas uniquement dans un conseil d'administration, c'est incontestablement en analysant des facteurs parfois divergents pour aboutir à quelque chose qui soit bon. Alors, donc, pour moi, j'irais même jusqu'à dire que l'entreprise est un humanisme, ou ne l'est pas. Alors, de venir me raconter qu'il va falloir changer l'article 1332 pour dire qu'il n'y a pas que les actionnaires, etc., etc., ça me paraît du délire français. Je dis ça pour notre camarade japonaise, qui doit peut-être connaître toutes nos nuances, mais bon, si vous voulez, si on veut échapper au vénézuélisme, qui est une des passions d'une partie de la France, en tout cas de l'un d'entre eux, ou si on veut aboutir, si on veut éviter le corporatisme moyenâgeux d'un certain nombre de patrons de PME, j'en suis, et de province en plus, j'en suis. Donc si on veut éviter ça, ouvrons l'entreprise, et encore une fois, considérons que l'entreprise est un humanisme, et Seigneur Dieu, ce n'est pas un problème de code civil. En fait, Jean-Luc Placé, c'est un chauffeur de salle. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu le faire passer en premier pour un peu, voilà, vous réveiller après le déjeuner. Alors, avec Madame Masako Egawa, je ne sais pas si on va autant chauffer l'ambiance, mais en tout cas, je pense que vous avez une approche un peu similaire. Vous avez, vous, une expérience. Vous êtes professeur à l'école de management à la Mitsubishi University, mais vous avez aussi exercé 15 ans dans la banque d'affaires, donc vous avez une double casquette, une double expérience, et vous avez aussi l'expérience japonaise, où vous allez nous expliquer que là-bas, vous pensez qu'on a aussi réconcilié profits et enjeux sociaux et environnementaux. Et même vous nous dites, je crois, que c'est une pression de plus en plus forte des actionnaires dans les entreprises. Alors, expliquez-nous ça. Merci beaucoup. À vous. Thank you, Terry. And I'd like to thank the organizers for inviting me to this panel, which discusses this important topic. Today, I'd like to start with introducing the philosophy of the traditional Japanese merchants. Okay. I'd like to introduce the philosophy of the traditional Japanese merchants called Sampo Yoshi, or three-way satisfaction. It means that the seller, buyer, or the customer, and the society are all happy. Those merchants satisfy the interests of their customers while making money for themselves. They were able to earn trust of their customers and became very, very successful. They contributed their profits to the society by building schools and bridges. Thanks to this philosophy, those merchants and also the Japanese companies are indeed very sustainable. In Japan, we have more than 400 companies which operated over 300 years. We even have several companies which operated over 1,000 years. Second, investors today realize that the companies would not be sustainable if they focus only on short-term profits or only on shareholders' interests. The principles of responsible investment, which was developed in 2005, jointly by the former UN Secretary General Kofi Annan and 12 leading institutional investors,
the leading institutional investors from 12 countries, proclaims, as institutional investors, we have a duty to act in the best long-term interests of our beneficiaries. In this fiduciary role, we believe that environmental, social, and corporate governance issues, or ESG issues, can affect the performance of investment portfolios. We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes. Those principles have been signed by more than 1,700 institutions representing 68 trillion US dollars assets under management. And my final point is that we need a new model of firms and governance system for the 21st century. The focus on shareholders' interests is based on the model of corporations developed in the last century. The corporations are considered as a bundle of assets, such as factories and machineries. And employees are considered replaceable. Capital is the scarce resource. As a result, shareholders are given control rights because they provide this scarce resource. According to the economist Ronald Coase, firms arose because they can manufacture products more efficiently in the organizational hierarchy than in the market, because they can avoid the transaction costs. So integrated firms are considered more competitive. Capital was important because firms had large assets. All of those conditions have changed today. IT replaced the transaction cost. IT reduced the transaction cost dramatically. And today, firms and individuals can work together seamlessly across boundaries. So it's no longer necessary to organize firms. And financial technology made it easy to collect capital, which is no longer the scarce resource. In contrast, employees or human assets are the scarce resource and more valuable. In 2015, intangible assets, which includes human assets, accounted for 84% of the market value of S&P 500 companies in the United States. So those changes suggest that we need a new model of the firm. The new models should be focused on human assets, and it is important that employees should share control rights. So in summary, I'm optimistic that the companies can shape our societies and can drive it into the right direction. The Japanese traditional philosophy of three-way satisfaction shows that focus on the stakeholder interests makes companies strong and sustainable. And investors today are interested in long-term value creation and in interests of stakeholders. And finally, we need a new model of firms and a governance system for the 21st century, which are focused on human assets. Thank you. Merci beaucoup. Alors, après ces deux présentations donc, qui vont un peu dans le même sens, en disant que ces objectifs qui peuvent paraître contradictoires à certains ne le sont pas, on va essayer de les mettre en musique avec des exemples concrets de dirigeants d'entreprise. Alors, Thierry Mallet, PDG de Transdev, je vous présente en deux mots, vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et des chaussées, vous avez fait une longue carrière à l'ex-général des eaux, ensuite avec différents postes, notamment dans le groupe Suez, et aujourd'hui vous dirigez Transdev. Alors c'est une entreprise, certes, à capitaux publics, donc on peut se dire quand on est dirigé majoritairement dirigé par l'État, on n'a peut-être pas exactement la même approche qu'une boîte purement privée, mais quand même, vous êtes une entreprise avec une exigence de rentabilité, et alors expliquez-nous en quoi vous arrivez à concilier ce qui peut paraître inconciliable. Bonjour et merci de m'avoir invité pour participer à ce panel. Alors, Transdev, c'est d'abord une entreprise à capitaux publics, mais pas uniquement à capitaux publics, puisque nous avons également un actionnaire privé, Veolia. Donc, et nous avons vraiment une organisation de gestion qui est privée, puisque nous n'avons pas de monopole historique et tous les contrats que nous exploitons, nous les avons gagnés. Et donc, pour une entreprise qui fait du transport public, puisque c'est 85% de notre activité, il est clair que la notion d'intérêt général ou la notion de raison d'être est essentielle.
On s'est d'ailleurs remis il y a plus d'1 an à travailler sur la notion de raison d'être, parce que dans un monde qui bouge très très vite, avec toute la transformation des mobilités, on s'est dit que si on devait faire des choix demain, s'il fallait motiver plus les équipes, s'il fallait mieux expliquer aux clients, il fallait revenir à ce qu'était notre raison d'être fondamentale. Et on a fait un travail en interne en impliquant les 82 000 collaborateurs. J'aime à présenter Transdev en disant que Transdev, c'est avant tout des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes, parce que la réalité de Transdev, c'est 82 000 personnes dans le monde qui transportent tous les jours 10 millions de personnes. C'est ça notre métier, et notre raison d'être, fondamentalement, c'est parce que se déplacer, c'est indispensable pour aller travailler, pour aller étudier, pour se soigner. C'est indispensable pour vivre tout simplement. Eh bien, notre mission chez Transdev, c'est faire en sorte que vous puissiez tous les jours vous déplacer de manière libre, tous les jours et jour après jour. C'est ça notre mission et on ne doit jamais la perdre de vue, qu'il s'agisse d'un tram, d'un bus, d'un métro. Et je pense que c'est indispensable de revenir à l'humain. Et après, cette valeur, on va la créer au travers de 4 dimensions. Je vais ajouter une dimension supplémentaire par rapport à la dimension évoquée tout à l'heure. La première dimension, c'est clairement le passager, puisque c'est la personne qu'on va transporter, c'est les 10 millions de personnes ou 5 millions de personnes qu'on va transporter aller-retour tous les jours. La deuxième dimension importante, c'est les employés, parce que chez Transdev, comme dans beaucoup d'autres métiers, nous avons 65% de chauffeurs. C'est eux qui font la qualité de service sur le terrain, c'est eux qui vous accueillent quand vous montez dans le bus, et il est indispensable d'avoir des chauffeurs heureux pour avoir des passagers heureux. Et donc, il est indispensable qu'après le client, nous mettions l'employé qui fait la qualité de service, qui est un service d'ailleurs qui se construit tous les jours sur le terrain. Le troisième élément important pour nous, c'est la communauté dans laquelle on travaille, c'est-à-dire le territoire sur lequel on travaille, puisque nous dépendons de ce territoire. Le transport public est également un moyen de bâtir et de développer ce territoire. Et le dernier élément va être l'actionnaire. Et c'est suivant ces 4 axes que nous travaillons, en essayant de répartir la valeur de manière équitable, mais en commençant par le client final, le client voyageur, en passant par l'employé avec lequel on va travailler, parce que c'est lui, s'il n'est pas heureux, ça ne marchera pas, en passant par la communauté concert pour être bien aligné avec ses objectifs de long terme, et on termine effectivement avec l'actionnaire. S'il n'est pas rémunéré, il ne nous donnera pas le soutien, et puis je ne pourrai pas investir dans le long terme. Je voudrais juste prendre un exemple très concret de ce qu'on a fait avec des employés sur un réseau en France, où on avait un problème effectivement de reconnaissance et d'efficacité du réseau, de manière générale. On s'est assis effectivement avec les chauffeurs, qui sont le gros de l'effectif, pour réfléchir avec eux comment améliorer la qualité de service. Et c'est eux qui sont venus avec une idée qui au début nous paraissait un peu étrange. C'était l'idée d'organiser, parce qu'il y avait un manque de reconnaissance, ils nous ont demandé d'organiser une fois par mois, le 3e vendredi du mois, ce qui est devenu d'ailleurs un vendredi pas comme les autres, pendant lesquels ils prennent une cause et ils la mettent en scène et ils organisent des collectes dans les bus. Et ils s'habillent pour célébrer cette manifestation. Le résultat, c'est qu'ils se sont sentis plus reconnus, ils sont devenus acteurs de leur vie personnelle. Ça nous coûte un tout petit peu d'argent, mais pas tellement. Ils s'associent totalement à la communauté. Et le résultat, que nous n'attendions pas, ça a été une baisse de l'absentéisme de plus de 40%. C'est juste pour dire que s'occuper de ses clients, s'occuper de ses employés, de s'occuper de la communauté, c'est créateur de valeur et ça crée souvent beaucoup plus de valeur que de s'occuper simplement du résultat. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole finalement au seul représentant d'une entreprise totalement privée. Pas de capitaux publics dans son capital à ma connaissance. Donc c'est Sébastien Missoff, donc directeur général de Google France. Vous êtes dans l'entreprise Google depuis 12 ans. Vous avez eu pas mal de responsabilités, notamment dirigeant YouTube. Et vous avez travaillé dans pas mal de pays, je crois 7 pays. Donc on se pose la même question au sujet de Google, de réconcilier ses objectifs. Mais je crois que vous avez envie de nous parler d'une action particulière de l'entreprise en matière de formation. Donc, expliquez-nous tout ça. À vous. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler du rôle de l'entreprise dans la transformation de la société. Et pour beaucoup d'entre nous, la transformation actuelle, c'est évidemment la transformation numérique. J'en veux pour preuve, j'en suis sûr, les débats que chacun d'entre vous avait tous les jours sur l'utilisation, l'addiction quelquefois avec les téléphones mobiles. J'en veux pour preuve Steven Spielberg qui arrive il y a quelques mois et qui nous présente le monde en 2040 comme on espère qu'il ne le sera pas, où on vivra uniquement dans des réalités virtuelles, et tous ces enjeux de, évidemment, cette révolution numérique qui arrive depuis quelques années, qui amène des nouveaux usages et qui soulève énormément de questions. Alors évidemment, le rôle des entreprises privées
n'est pas de se substituer à ce que font les gouvernements et la société civile, mais notre rôle est de contribuer sur un certain nombre de sujets. Et en effet, comme vous l'évoquiez, je crois que le sujet le plus important est le sujet de l'éducation. Il y a une urgence sur le sujet de l'éducation, il y a une urgence économique. Aujourd'hui, il y a 50 000 emplois à pourvoir autour de métiers du numérique où un certain nombre d'entreprises ont du mal à trouver ces talents. Aujourd'hui, en France, 80% des Français achètent des produits en ligne, seulement 16% des PME achètent ces mêmes produits. Donc un décalage sur cette balance commerciale d'Internet qui fait que les entreprises françaises sont moins bien préparées. Et puis il y a aussi une urgence en termes de la société, de nous tous, des citoyens. On évoque le chiffre qu'aujourd'hui, 11% des Français n'ont pas eu accès à Internet. Ce chiffre est de 3% au Danemark. Et on voit évidemment se profiler les dangers d'une fracture numérique qui ferait qu'un certain nombre de Français aient du mal à pouvoir engager de façon quotidienne avec leurs banques, avec les services qui nous paraissent tous évidemment naturels, qui sont en train de se digitaliser, mais de prendre un risque de laisser une partie de la société derrière. Donc un immense enjeu d'éducation pour tous les citoyens. Et puis je crois qu'il y a aussi un troisième enjeu d'éducation important qui est un enjeu d'éducation sur le savoir-être dans les entreprises. Évidemment, cette transformation a aussi changé les processus de décision avec beaucoup plus d'autonomie dans les entreprises et réapprendre à travailler, à transformer les silos à l'heure du digital pour travailler de façon beaucoup plus rapide et donner une opportunité aux équipes avec lesquelles on travaille et aux entreprises de tirer le meilleur parti de ce qui se passe sur cette révolution digitale. Alors concrètement, dans le cas de Google en France, on a commencé il y a 6 ans. On a formé 230 000 PME étudiants depuis plusieurs années. Et on a récemment décidé d'aller plus loin puisqu'on a ouvert un atelier numérique à Rennes, qui est un lieu de 200 mètres carrés, ouvert du lundi au samedi, entièrement gratuit, qu'on opère avec un certain nombre d'associations et qui est un lieu dédié à la formation, où le mardi matin, des PME viennent apprendre à ouvrir des sites internet. Le mercredi après-midi, les jeunes enfants, les jeunes filles en particulier, viennent apprendre à coder. Les utilisateurs viennent apprendre comment protéger leurs données sur Internet et tous ces enjeux d'éducation qui sont importants. Donc c'est le grand sujet sur lequel on a travaillé, qui illustre bien le rôle qu'une entreprise peut avoir sur un de ces sujets. Et puis pour terminer, je pense qu'il y a un enjeu particulièrement important dans cette prise de parole, dans cette participation. Je l'ai entendu aujourd'hui un certain nombre de fois, beaucoup de débats autour d'un certain nombre d'acronymes dont Google est à l'honneur. Mais souvent, je crois qu'en fait, derrière ces acronymes, derrière ces idées générales, on sort des débats importants. Et il y a évidemment des débats sur la vie privée, sur la fiscalité, sur la protection pour les utilisateurs, mais le fait de mélanger des discussions sur l'e-commerce, sur les réseaux sociaux et sur plein d'entreprises avec des business models différents ne contribue pas à faire avancer tellement les débats. Et j'ai la conviction qu'en prenant parole, comme on le fait sur ces sujets de l'éducation, c'est aussi faire partie de notre rôle de citoyen et de participer à ces débats. Et ma présence aujourd'hui pour participer à ces discussions, répondre à toutes les questions qui se posent, fait partie de cette démarche. Merci. Merci beaucoup. Il y a plein de questions. J'espère qu'on va avoir le temps de débattre parce que ça va être riche. Il y a beaucoup de questions à poser après ces interventions. Mais donc, on poursuit ces expériences exposées par tes dirigeants d'entreprise, par Stéphane Pallez. Donc, Stéphane, oui, merci de faire un peu de silence. Stéphane Pallez, vous êtes à la tête d'une entreprise, la Française des Jeux, qui est sous les projecteurs et qui va l'être encore plus puisqu'elle fait partie des 3 entreprises qui vont être privatisées. Le gouvernement l'a annoncé récemment. Donc vous avez fait une carrière dans le public et dans l'administration, mais également à la tête d'entreprises. Vous avez travaillé chez Orange et la Caisse centrale de réassurance. Donc la Française des Jeux, c'est une entreprise un peu particulière, vous allez nous expliquer. Mais est-ce que dans cette entreprise, donc aujourd'hui à capitaux publics, comment on voit le sujet de l'objet social de l'entreprise? À vous. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que le micro est assez prêt. Alors, juste avant de parler de la Française des Jeux, je voulais quand même vous donner une petite citation parce que certains ont cité Henry Ford. Alors, moi, j'ai trouvé Winston Churchill, dont on ne pense pas qu'il parle d'entreprise, mais en fait, manifestement, il est capable de parler de tout. Et donc, il a dit « Certains considèrent le chef d'entreprise comme un loup qu'on devrait abattre. D'autres pensent que c'est une vache qu'on peut traire à loisir. »
voit en lui le cheval qui tire le char. Alors sur ce point, vous pourriez en déduire que je suis aux côtés de mon ami Jean-Luc Placé. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de chevaux qui tirent beaucoup de chars, et si les chars ne vont pas dans la même direction, je ne suis pas sûre quand même qu'on puisse considérer que ça satisfait tout seul l'intérêt général. Donc je pense que ce débat est très très utile parce que évidemment que je pense beaucoup d'entreprises ici sont tout à fait convaincues et agissent pour l'intérêt général. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de confusion sur ce que ça veut dire, pourquoi. Et donc je pense qu'en fait ce qui est très réussi en le mettant dans la pacte, c'est que justement, ça nous force tous à expliciter ce qu'on veut dire, à le dire de manière beaucoup plus claire, parce que manifestement, c'est pas si clair que ça pour notre environnement. Quand on demande aux Français si ils pensent que les entreprises ont une responsabilité de contribution à l'intérêt général, ils répondent oui. Et quand on leur demande s'ils ont confiance dans les entreprises pour exercer cette responsabilité, ils répondent pas majoritairement oui. Donc, c'est pas parce que les entreprises le font, et j'en suis convaincue avec tous mes collègues qu'on fait beaucoup de choses, que forcément la perception de l'entreprise est comme ça dans la communauté nationale, et ça c'est un problème majeur sur le plan, évidemment, non seulement économique et social, mais également politique. Je ne vous ferai pas de dessin sur ce sujet. Alors, l'autre chose aussi que je voulais dire aussi en commentaire de ce qu'a dit Jean-Luc Placé qui évoquait Wendel, qui est que, oui, bien sûr, l'entreprise, elle a été historiquement exactement comme il le décrivait, c'est-à-dire un agent qui s'occupait de tout et avec un fort contenu social. Je pense qu'il est quand même assez documenté de penser que l'entreprise aujourd'hui est effectivement passée d'une communauté agissant sur une multitude d'intérêts à quand même quelque chose qui a été beaucoup plus financiarisé et avec beaucoup plus d'importance des actionnaires. Et parfois même, c'est l'argument qu'on sert aux salariés pour leur dire il n'y a pas de choix de faire telle ou telle chose parce que les actionnaires le souhaitent. Donc je pense que malheureusement, le monde justement de Wendel est peut-être celui auquel, d'une certaine manière, on essaye de revenir quand on parle de la loi Page, mais je ne vais pas vous embêter avec cette vision historique. En tout cas, ce qui est certain, et d'ailleurs cela a été dit, c'est que les jeunes diplômés, en fait, ils disent que leur principal critère de choix d'un emploi aujourd'hui, c'est d'abord le sens. C'est le sens qu'ils trouvent dans l'entreprise et la manière dont l'entreprise démontre ce sens. Donc, de toute façon, j'allais dire, il n'y a pas le choix. Voilà. Et puis après, il y a un autre monsieur qui est le président de BlackRock, qui a écrit à toutes les entreprises du CAC 40 dans lesquelles il détient une participation pour leur demander de veiller au bien commun. Donc, si même lui l'écrit, d'abord, c'est que ça ne doit pas être totalement évident, et deuxièmement, c'est que ça ne doit pas être totalement contradictoire avec les intérêts des actionnaires. Voilà. Et je ne vais pas, encore une fois, aller plus loin là-dessus. Alors, sur la Française des Jeux, rapidement, je pense que déjà, il faut... je pense qu'on confond beaucoup de termes. Il me semble qu'il y a l'intérêt propre de l'entreprise. Ça, c'est la manière dont l'entreprise se définit comme communauté. Il y a la raison d'être, qu'effectivement, que la loi Pacte permettra aux entreprises de développer si elles le veulent. Ça reste facultatif, donc on n'est quand même pas chez Chavez. D'ailleurs, je ne pensais pas que Bruno Le Maire était un disciple de Chavez. Voilà, vous ne pensez pas à lui, mais pourtant, c'est quand même lui qui a déposé cette loi. Et puis, il y a la mission. Il y a la mission de l'entreprise. Et là, on est sur des choses, évidemment, qui ont vocation à être beaucoup plus régulées, beaucoup plus contraintes ou autocontraintes. Et donc, il faut voir où est-ce qu'on se situe. Alors, la Française des Jeux, pour arriver à la Française des Jeux, clairement, nous avons une mission parce que nous sommes une entreprise régulée. Je crois que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que nous sommes régulés parce que nous avons, donc, en tant que gestionnaire des droits exclusifs sur une partie des jeux d'argent, nous avons une fonction qui est une fonction dite de canalisation de ce marché, c'est-à-dire d'offrir une offre légale qui soit dans des conditions raisonnables. Et la deuxième fonction, c'est la redistribution. Donc on est une entreprise à mission, j'allais dire, qui l'ignorait, mais on est clairement une entreprise à mission à la redistribution. Je donne toujours le chiffre pour que tout le monde s'en souvienne. Donc 3,4 milliards d'euros par an au budget de l'État, et ce ne sont pas les dividendes, c'est ce que nous redistribuons à l'État pour l'intérêt général et parfois avec des affectations d'intérêt général. Alors en revanche, ce qu'on peut faire d'entreprises comme la Française des Jeux, au-delà de cette mission qui est déjà
par définition construites autour de l'intérêt général, eh bien effectivement c'est de développer des raisons d'être supplémentaires, et je vais en citer 2 avant de terminer rapidement, mais je pourrais développer après. Dans les multiples exemples, alors d'abord la première chose c'est que nous sommes une entreprise qui mesure désormais tous les ans et qui d'ailleurs publie son impact économique et social, notamment son impact en termes d'emploi sur le territoire, et donc qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Donc ça, c'est tout à fait matériel et transparent. Et la deuxième chose, c'est qu'on a choisi par d'autres thèmes, et c'est pas parce que je suis une femme, parce que je pense que ça ne concerne pas que les femmes, de voir comment est-ce qu'on pouvait agir sur le thème de la mixité à travers tous les leviers dont on dispose. Donc c'est les leviers managériaux, mais ça peut être aussi le sport au féminin. Donc ça, c'est aussi une manière de changer à la fois l'économie et l'image d'un secteur, et donc aussi la vision de la société sur les femmes. Et puis on peut parler aussi de la formation des femmes au numérique, puisque la fracture numérique, en fait, elle concerne évidemment toute la population, mais aussi on sait que si on ne forme pas une partie de la population aux nouveaux métiers, ils n'y auront pas accès, et c'est valable notamment pour favoriser l'accès des femmes à ces métiers, et aussi d'ailleurs avoir un potentiel de talent utilisable. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc pour terminer cette table ronde, Philippe Montloubou pour Enedis, donc qui est le réseau de distribution d'EDF. Vous êtes à la tête du board. Et c'est intéressant que vous nous expliquiez aussi ce qui se passe dans cette entreprise sur notre sujet du jour, dans une entreprise qui est certes encore à capitaux publics, mais qui est cotée en bourse et donc qui a aussi des exigences de rentabilité. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sujet pour réconcilier les objectifs antinomique de profit et d'environnement et de social. Merci encore une fois de me donner la possibilité de m'exprimer devant cette salle particulièrement remplie, et merci d'être présent aujourd'hui. Effectivement, Enedis, c'est une entreprise, donc vous venez de le dire, qui est à capitaux publics, qui obéit à des objectifs de rentabilité, évidemment, de par son actionnaire qui est coté en bourse, et qui, de ce point de vue, dispose donc de structures entrepreneuriales qui sont rigoureusement identiques à toutes les autres entreprises, avec un conseil de surveillance qui est l'équivalent d'un conseil d'administration. Une entreprise qui distribue l'électricité sur l'ensemble des territoires, ou la quasi-exhaustivité du territoire, 1 400 000 km de lignes, et dont la mission historique, il y a juste encore quelques années, était un gestionnaire d'infrastructures, dont la mission principale, je pense qu'elle a plutôt été considérée, elle est considérée par nos clients comme étant plutôt bien assumée, était d'acheminer l'électron, si je puis dire, dans les meilleures conditions de qualité et de manière à assurer un développement économique harmonieux. En l'espace de quelques années, des transformations profondes qui sont aujourd'hui en cours dans notre société, avec en particulier le développement des énergies renouvelables, qui sont des énergies délocalisées, par opposition aux énergies centralisées, qui obéissent à un système assez simple. On produit l'énergie de manière centralisée et on la diffuse selon des câbles bien dimensionnés jusqu'au client final. Et ça a plutôt bien fonctionné, la France ayant un des meilleurs systèmes électriques au monde. La révolution qui est devant nous aujourd'hui, c'est celle d'une énergie délocalisée, éolienne, intermittente, donc qui peut être produite à peu près partout. Il y a, au moment où je vous parle, plus de 400 000 producteurs qui sont raccordés au réseau de distribution. Il y en avait quelques dizaines il n'y a pas si longtemps que ça. C'est aujourd'hui une diffusion de l'information et une attente des clients totalement différente de ce qu'elle était il y a quelques années encore, avec une volonté de pouvoir maîtriser leur consommation d'énergie, de pouvoir disposer d'une énergie locale, de pouvoir être eux-mêmes acteurs de leur efficacité énergétique, donc de leur facture. Des choses qui, en apparence, sont banales, mais qui finalement modifient en profondeur la mission de l'entreprise. Et cette mission de l'entreprise, qui est une mission en même temps de service public, elle n'a pas été commanditée par un quelconque actionnaire. Elle a été commanditée par la réponse directe à ce que sont ces exigences premières, sur laquelle j'ai envie de revenir, qui est celle de la transition énergétique. Quand on parle de création de valeur, c'est quoi la création de valeur dans une entreprise? C'est évidemment une logique de résultat, mais c'est aussi en l'occurrence la capacité à pouvoir maîtriser dans un laps de temps très court l'intégration massive d'énergies renouvelables. Vous connaissez comme moi les ambitions qui ont été fixées par les accords de Paris, qui nous mobilisent, qui nous réunissent, j'allais dire non seulement à l'échelle nationale mais internationale. C'est la capacité à intégrer demain des millions de bornes de recharge pour induire une évolution en profondeur, là aussi, de nos modes de mobilité, vers une mobilité plus douce, moins
perturbatrice de l'environnement et donc à ce titre-là moins émettrice de CO2. Ces missions aujourd'hui, le driver principal, c'est notre écosystème, c'est nos parties prenantes, c'est nos clients, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Placé. Et je crois là-dessus, l'actionnaire, encore une fois, a une vraie mission, c'est celle de comment je m'adapte en termes d'environnement, en termes de rentabilité par rapport à ces exigences. Je vais donner une deuxième illustration, qui est l'entreprise Enedis est concessionnaire par rapport à un concédant qui est propriétaire des réseaux. Mais l'élément principal, c'est l'évolution également dans les territoires. Les lois récentes, loi MAPTAM en France, loi NOTRe, pardon pour notre amie japonaise qui ces sigles doivent être assez lointains, mais qui donnent en l'occurrence un pouvoir renforcé aux territoires en matière d'organisation de l'énergie, en matière de détermination de leur futur, dans l'intégration de l'énergie, du transport et de l'environnement. Les énergies renouvelables, je pose la question à l'Assemblée, où sont-elles produites ? Plutôt majoritairement dans des territoires ruraux, où la consommation majoritairement aujourd'hui croît-elle plutôt dans des territoires urbains ou périurbains. Cette solidarité nationale, qui est aujourd'hui une réalité plus que jamais une nécessité, elle s'exerce aujourd'hui à travers qui ? À travers des entreprises comme Enedis. Donc notre mission, de ce fait, s'élargit, se renforce pour pouvoir assurer cette connectivité entre les territoires. De la même manière, l'innovation. L'innovation, on a évoqué tout à l'heure des modèles historiques d'entreprises qui ont fait la gloire de la France et de son industrie, et ça perdure aujourd'hui. Maintenant, l'innovation, elle est comment aujourd'hui? Elle est répartie. Si des entreprises veulent réussir le pari de l'intégration, de la transition énergétique dans des constantes de temps très courtes, qui ne sont plus à l'échelle de l'histoire que l'on a connue de l'industrie telle qu'elle s'est développée, ça nécessite une innovation qui est où? L'innovation, elle est dans les territoires, elle est répartie, elle est internationale. L'intégration de cette innovation à l'échelle de cette capacité à connecter un environnement, elle est encore une fois entre les entreprises, dans la capacité des entreprises à coopérer. Elle est évidemment un souci supplémentaire pour l'actionnaire dans sa capacité à conserver logique d'investissement, logique de rentabilité. Et je vais citer un dernier exemple qui est très directement en corrélation avec la raison d'être des entreprises. J'ai déjà eu l'an dernier l'occasion de le citer, mais je pense que le public a évolué depuis l'année dernière, encore une fois. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République dans une mission en Indonésie. Et parmi ces missions, il y avait une visite, un rendez-vous avec la ministre, parce que c'est une ministre, la ministre de la Pêche en Indonésie. Le lien avec mon activité, vous comprenez, ma question qui était posée, dois-je véritablement être présent à cette réunion? Par respect républicain, je suis allé à cette réunion. Quelle n'a pas été ma surprise, c'est qu'au bout de 3 minutes, la question qui a été posée par la ministre de la Pêche, c'était ma question, disait-elle, c'est l'énergie. Mon attention s'est évidemment un peu renforcée. Et sa question était de dire, du fait de l'évolution des technologies, de la maîtrise des données en particulier, l'ensemble des îles indonésiennes, 17 000 indonésiennes, qui est évidemment une question, un marché potentiel à adresser, certes, c'est comment peuvent-elles disposer demain d'une énergie fiable, soutenable, dans des conditions financières qui permettent de développer non pas seulement une industrie locale, mais un véritable écosystème commercial, et qui permet de maintenir in situ dans ces îles des communautés qui ne vont pas aller grossir demain les rangs des 32 millions d'habitants de Jakarta. J'ai la fierté, pour ma part, véritable fierté, que de pouvoir contribuer au développement de systèmes énergétiques, de systèmes de réseau, qui, bien au-delà de la logique de rentabilité immédiate de l'actionnaire, même s'il y a un marché potentiel pour l'industrie française au sens large, donne véritablement corps à une toute autre dimension aujourd'hui du développement potentiel, j'allais dire sociétal, du monde. Je crois que c'est ça aussi qui fait vibrer l'entreprise, bien avant peut-être d'autres logiques, même si, encore une fois, il revient, et c'est plutôt presque dans l'inverse qu'il faudrait poser la question aujourd'hui, c'est comment l'actionnaire adapte-t-il sa gouvernance? Comment trouve-t-on éventuellement d'autres recettes pour répondre à ces enjeux auxquels l'ensemble des parties prenantes des entreprises aujourd'hui font face? Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on a entendu est très intéressant, mais il y a une petite limite que j'avais un peu anticipée dans cette table ronde, c'est que tous les intervenants sont un peu d'accord. C'est vrai. Et il y a quelque chose que je ne m'explique pas, et donc peut-être M. Placé va nous l'expliquer, c'est pourquoi, depuis des mois, il y a un certain nombre de patrons d'entreprises, souvent officieusement, qui se sont bagarrés, qui ont fait un lobbying pour que l'État ne fasse pas cette loi, qui n'est pas révolutionnaire quand même, mais qui modifie l'objet social de l'entreprise, pour dire qu'une entreprise, elle n'est pas seulement intéressée par le profit, mais également par l'environnement et le social. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un petit décalage quand même entre l'affichage et la réalité? Monsieur Placé, expliquez-nous, vous qui êtes, en plus qui avez eu des responsabilités au MEDEF, pourquoi est-ce que autant de patrons se sont opposés à ce projet?
Je vous remercie profondément au nom de mes collègues. Bon, non, je crois que, encore une fois, je crois que le trend, il est clair. Il est véritablement une ouverture de l'entreprise vers son environnement, ses clients. D'ailleurs, entre parenthèses, la SNCF sera une entreprise normale quand elle nous appellera clients et pas usagers. Mais enfin, c'est encore un autre débat. Mais simplement, il y a l'État, si je puis me permettre, n'a pas le monopole du cœur. Les politiques ou les associations n'ont pas le monopole du bonheur. Il ne faut pas faire de l'entreprise une sorte d'outil populiste qui va faire l'environnement, qui va faire la pauvreté, qui va faire, etc. Oui, bien sûr, on y contribue. Ce qui a fait peur à mes collègues était de dire, dans le fond, derrière cela, il y a une espèce de mano negra qui va remettre en cause, alors que nos débats sur on a fort mal expliqué la mondialisation, on a fort mal expliqué l'ouverture, on a encore plus mal expliqué la financiarisation. D'ailleurs, de dire qu'une entreprise ne s'habille pas d'amour et d'eau fraîche, ça veut aussi d'autres choses, et de transfert et de mouvement de capitaux. On n'a pas été bon. Mais là, moi, j'ai beaucoup lutté contre mes collègues, parce que là, on avait un conservatisme, j'allais dire étriqué, qui aurait, la loi, le rapport Sénard nota à 10, 15 ans d'avance, la loi PAC est une première étape vers tout cela. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas raisonner avec l'entreprise de la loi Le Chapelier de 1791, ce n'est pas vrai. Et on aura, Dieu merci, avec Google, on en a un exemple, on aura de nouvelles formes d'entreprises, peut-être pas uniquement toujours ultra-capitalisme, on aura peut-être autre chose. C'est très bien ainsi et mes collègues devront l'accepter. Merci. Deuxième question qui fâche. Je profite de la présence de M. Missoff. On a quand même un représentant des GAFA à notre table. Et je crois qu'on ne peut pas lui poser la question sur le procès qui est fait aux GAFA actuellement d'éviter l'impôt dans les pays dans lesquels ils opèrent. Et justement, comment vous ressentez ce sujet? Est-ce qu'on n'est pas quand même là dans une contradiction entre l'exigence du profit qui s'impose à ces nouvelles entreprises qui se sont organisées pour minimiser les impôts et l'éthique qui est mise en avant et que vous avez très bien expliqué dans l'action que vous faites chez Google? Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je l'attendais et je l'appelais de tout cœur. D'abord, je pense qu'il faut juste clarifier. Je peux uniquement parler du cas de Google. Est-ce que Google paye des impôts? Depuis 10 ans, si on regarde le taux d'impôt sur les sociétés, puisque c'est ça dont on parle, Google a payé en moyenne 26% par an d'impôts sur les sociétés sur ces 10 dernières années. Donc on ne peut pas suggérer que Google ne paye pas d'impôts, puisque ce chiffre est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Alors, j'entends... Non, on se calme. Le deuxième... C'est pas un match de foot. Le deuxième élément qui est l'élément de votre question est la question de où on paye des impôts et est-ce qu'aujourd'hui la répartition des impôts se fait de façon équitable entre les différents pays et particulièrement au niveau européen, ce qui me vaut, je pense, ce brouhaha par rapport au premier élément de votre question. Sur cet élément-là, aujourd'hui, il y a des lois qui sont faites au niveau européen. Il y a des avancées qui sont en train d'être avancées pour avoir cette harmonisation. Ce n'est pas Google qui décide des règles. Ces règles vont dans le sens de cette harmonisation et Google se prête, obéit aux règles qui sont aujourd'hui celles qui sont décidées au niveau européen. Merci beaucoup. Merci. Les brouhahas sont un peu déplacés. Sarah Damani, donc a préparé une question. Merci Sarah, il nous reste 5 minutes. Alors, je posais une question très rapide. Le sujet a été évoqué des inégalités hommes-femmes dans le milieu du travail. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de l'entreprise pour motiver justement les entreprises à faire quelque chose pour améliorer la situation et réduire notamment les inégalités salariales. Et plus précisément, j'aimerais avoir votre avis sur, par exemple, la favorisation plutôt d'un congé paternité plus long pour la lutte contre les inégalités salariales. Merci. Qui veut répondre? Thierry Mallet, allez-y. Alors,
Effectivement, c'est un constat qu'on a fait chez Transdev, où effectivement, on a à la fois au niveau des conducteurs, mais c'est vrai aussi dans le management, que 25% de femmes. Or, nous avons des clients qui sont à 50%. Et on sait très bien qu'un des objectifs, c'est d'avoir, si on veut effectivement arriver à être plus efficace et meilleur, il faut ressembler à nos clients, il faut être comme nos clients. Donc la décision qui a été prise, et ça remonte à une quinzaine de jours chez Transdev, c'est de faire en sorte que dorénavant, dans toutes les promotions internes, qu'il s'agisse du COMEX, qu'il s'agisse des réseaux, on va prendre une femme sur deux dans toutes les promotions, avec l'objectif effectivement de pouvoir augmenter progressivement ce taux qui est à 25% pour un jour atteindre 50%. Voilà. Merci. Il me reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut demander une question à la salle? J'ai aperçu... attendez, parce qu'on n'a vraiment que 3 minutes, donc il faut faire vite. Monsieur Roland Lescure, vous êtes quand même le rapporteur spécial de la loi Pacte. On a la chance de vous avoir. Donc j'ai l'impression que vous avez une question à poser. Il n'y a pas un micro? J'avais une remarque et une inquiétude après la première intervention de M. Placé. Je dois avouer que la seconde m'a un peu rassuré. Vous vous inquiétez sur l'évolution du Code civil. Moi, je rappelle quand même juste quelques chiffres. Hein. La détention moyenne d'actions dans les années 50, c'était 7 ans pour un investisseur. Maintenant, c'est quelques jours. Depuis 30 ans, on n'a jamais créé autant de richesses dans le monde. On n'a aussi jamais créé autant d'inégalités. On n'a jamais pressé autant sur l'environnement. Donc la réalité, c'est qu'il faut faire quelque chose, même si les entreprises sont en train de les réaliser, au minimum pour accompagner le mouvement, je pense aussi pour l'accélérer. Alors c'est vrai que ce n'est pas seulement par le Code civil qu'on va le faire, mais ça peut y contribuer. Mais je pense qu'il faut aussi que l'ensemble des acteurs économiques participent à la transformation de la société. L'État doit changer d'action, en étant plus seulement un actionnaire, mais sans doute un stratège. Les entreprises doivent faire des efforts. Elles doivent surtout y associer davantage leurs salariés. Parce que le modèle Wendel, j'aime bien par le côté actionnaire de long terme, j'aime moins le côté paternaliste quand même. J'espère que le capitalisme du 21e siècle va associer les salariés à la fois à la gouvernance de l'entreprise, c'est prévu par la loi Pacte, et aux résultats de l'entreprise, de manière peut-être un peu plus capitalistique que juste l'accompagnement de la crèche au corbillard. Merci. Oui, mais je voudrais peut-être... On a le temps de prendre une toute dernière question des candidats. Oui, il y en a une là, s'il vous plaît. Bon, allez-y, monsieur, parce que... Oui, bonjour, Jean-Christophe Tortora, La Tribune. Je souhaitais réagir simplement aux propos qui ont pu être évoqués, ou en tous les cas les réactions suite à l'intervention du dirigeant de Google France. Je trouve que c'est une excellente transition, puisque le débat d'après, c'est si l'Europe était une solution. Et je souhaitais rappeler que peut-être qu'il faut être nous-mêmes un peu critiques, peut-être moins de Google, mais notre incapacité à faire une Europe harmonieuse, construite. Et je pense qu'il y a des élections européennes dans quelques mois et on verra le verdict. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus le temps de prendre de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie vivement tous les intervenants à ce débat passionnant. Merci.